ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, la deuxième partie de la conférence qu'on a faite la dernière fois sur la théorie de l'évolution. Donc encore une fois, je répète l'avertissement qu'on avait fait, c'est que pour nos jeunes spécialement, c'est tout ce qu'on présente ici, tous les arguments qu'on présente ici, ce n'est pas pour aller embêter avec vos professeurs, c'est pas pour faire un bras de fer avec qui que ce soit vos camarades. Vous savez que l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est une théorie qui est dans le programme ministériel, et donc les professeurs, qu'ils y croient ou non, qu'ils veulent ou non, ils vont le faire, ils vont appliquer ce programme. Donc laissez vos professeurs tranquilles, écoutez, ça c'est juste pour nous, hein, c'est pour liyatma'inna qalbuk, qalbi, donc liyatma'inna qalbuk vous aussi, c'est pour trouver la sérénité et pour être au fond, se dire illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, c'est-à-dire que tu sois rassuré à l'intérieur. Donc la dernière fois, je vais essayer d'aller cette fois plus vite parce que la dernière fois on a un peu tardé, mais il y a beaucoup de matière. Le darwinisme, c'est beaucoup de matière. 150, plus de 150 ans d'écrits, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de matière. La dernière fois, on s'était arrêté au néo-darwinisme, la théorie du design. On va essayer de les compléter rapidement aujourd'hui. On va dire ce que c'est. On avait dit que le darwinisme, en résumé rapidement, les fondements du darwinisme, les éléments de base, c'est que c'est des variations, des petites variations dans le temps, progressives, très lentes. C'est des petites variations, ça part. Okay. C'est des petites variations dans le temps, et ces variations-là, quand ça apporte quand elles sont avantageuses, elles sont utiles. La sélection naturelle, c'est que l'individu qui a ces petites variations qui sont utiles, il aura plus de chances de survie, donc il a été sélectionné par la nature, donc il va donner des descendants et les autres ils vont disparaître. Donc les fondements de base, c'est des variations qui sont sélectionnées. Ces variations sont aléatoires, accidentelles, ça arrive de façon spontanée, donc avec coïncidence, et ça c'est la principale chose que Darwin a apporté. Comme ils disent les ulama, les scientifiques spécialement musulmans, ils te disent c'est-à-dire que ce qu'il a apporté de nouveau, ce n'est pas juste, et ce qu'il a de juste, ce n'est pas nouveau. Donc quand tu trouves dans les livres de Darwin, dans ses écrits, des choses, quand tu trouves que c'est vrai, c'est déjà connu par d'autres scientifiques, déjà dit par d'autres scientifiques avant lui. Et ce qu'il a apporté de nouveau, c'est le fait de dire ce mécanisme qu'il se passe à l'aveugle. On avait dit que pour lui, il n'y avait pas de conception, c'est-à-dire personne n'a réfléchi ça, il n'y a pas d'une intelligence qui a réfléchi ça, il n'y avait pas d'intention, il n'y avait pas de volonté et il n'y avait pas de finalité. C'est-à-dire personne n'a voulu faire ça ou pensé à faire ça dans le but de, comme on dit nous, Allah il a créé parce que, pour que, eux, ils te disent non, c'est aveugle, il n'y a rien. C'est ça la particularité de Darwin. Donc, ses fondements et ses preuves, c'est ça. On avait dit qu'il s'est basé sur les fossiles, les traces de la paléontologie, et on a vu que Darwin, qui s'attendait à ce que les fossiles se retrouvent de façon progressive dans les couches terrestres, quand on remonte dans le temps, ça part du plus simple au plus complexe, et ça part par des intermédiaires, et on a vu que c'était pas vrai. La paléontologie a trouvé au contraire, il y avait ce qu'on appelle un Big Bang zoologique. Il y avait l'explosion cambrienne où la vie est apparue de façon soudaine, elle n'est pas progressive et elle était presque brutale. Donc la paléontologie ne va pas donner raison. La présence d'imperfections, ils ont cherché des imperfections et des organes qui ne servent à rien. Là aussi, la science n'aura pas donné raison. Et ils ont cherché des ressemblances morphologiques et anatomiques et on avait dit que les ressemblances physiques et la ressemblance du fonctionnement, parfois, c'est tout à fait contradictoire. Ça veut dire que toutes ces preuves ne sont pas en faveur du darwinisme, bien au contraire, elles viennent à l'encontre du darwinisme. Aujourd'hui, on va parler des ressemblances génétiques rapidement, Inch'Allah. Donc là, tu trouves que c'est très connu pour les jeunes parce qu'on c'est partout ça, dans les écoles, dans les livres, partout dans la science. On présente ce chiffre-là, 99% des gènes humains sont semblables aux gènes des chimpanzés, des singes.
Donc ça, on la présente comme une évidence. Personne ne doute. Tu dis, les scientifiques sont d'accord. Voir aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ressemble à 99% au singe entre l'humain? Je vais utiliser certains termes pour faciliter pour les jeunes. L'ADN de l'humain, c'est le génome. Quand je dis génome, c'est-à-dire que je parle de l'ADN tout entier. Et quand je parle, je dirais des gènes, c'est des parties de cet ADN. Et quand les petites particules, les petites bases nucléotidiques, là, c'est, on va dire, les lettres. On va les considérer les lettres. Pour plus simplifier encore, imaginez une grande bibliothèque qui serait le génome et qui contient beaucoup de livres. Les livres, ce sont les gènes. Et dans ces livres, c'est écrit par des lettres. Donc, c'est comme ça qu'on va dire génome, des gènes et des lettres. On va voir ce que la science dit. Là, déjà, c'est l'un des livres, bon, c'est pas le seul, mais l'un des livres, Bioinformatics and Functional Genomics. Là, le livre, il te présente la bioinformatique dans les gènes quand on fait des études, les logiciels qui sont utilisés pour traiter les données qui sont issues. Et là, de façon claire, regardez, la plupart des logiciels, pratiquement tous les logiciels qu'ils utilisent dans les études statistiques, c'est des logiciels qui sont conçus, qui sont préparés comme étant l'évolution est une vérité. Ils partent de l'idée que l'évolution est vraie. C'est-à-dire que c'est comme si le logiciel il n'est pas neutre. Au départ, il pense le logiciel, il a été programmé que l'évolution est vraie et juste. Et c'est à partir de là qu'il commence à traiter. Là, déjà, il y a un problème avec ces études. Donc là, vous voyez, most database searching methods such BLAST, il y a BLAST, il y a BLAST-Z, il y a HMMER, tout ça dépend in some form upon the overall insights. Ça dépend des résultats de aujourd'hui, je me suis un peu débrouillé, je me suis amélioré. Si vous avez compris, sinon, c'est fait là. Parfait. Donc l'essentiel, ça, on ne va pas s'attarder parce que c'est très technique, je ne vais même pas rentrer ici, c'est très compliqué comment il faut, mais c'est juste pour vous dire que déjà les logiciels avec lesquels ils traitent l'information, ils sont déjà conçus sur la base que l'évolution est une chose vraie. Et ça, c'est pas normal. Là, c'est l'une des études. Il y a beaucoup d'études, j'ai choisi les plus connues. Ça, c'est une étude qui compare le génome. Le génome, on a dit, c'est tout l'ADN de l'humain. Le génome des chimpanzés avec les génomes humains. Comment ils font? Là, c'est une partie de l'étude. Excusez-moi, je suis très fatigué aujourd'hui, j'ai passé une journée difficile. Là, vous avez 28% of the, je ne vois pas bien, total amount. Tu peux siffler, s'il te plaît. Je ne vais pas embêter vos oreilles avec. 28% of the total amount of sequence was excluded from the analysis, since the entire sequence or parts of it displayed more. Ok, la suite. Then one match in the human genome that was not due to known families of repeated sequences. For 7% of the chimpanzee sequences, no region with similarity could be detected in the human genome. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que déjà, quand on dit 99% chez l'humain, on pense qu'on a pris l'ADN, c'est-à-dire le génome de l'humain en entier, on l'a comparé au génome du singe en entier. En réalité, c'est pas ce qu'on a fait. On a pris déjà 28% parce qu'on a remarqué qu'il y a des zones où ça ressemble beaucoup, il y a des zones où ça ressemble pas beaucoup. Les zones où ça ressemble pas beaucoup, 28%, ils les ont déjà mis de côté. Tu te dis, c'est pas la peine parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblance. En plus des 28%, il y a un 7% où il n'y a pas du tout de ressemblance. C'est que no region with similarity could be detected. On n'a détecté aucune ressemblance. Ça veut dire que vous avez 28% déjà du génome où très peu de ressemblance. Et 7%, il n'y a pas du tout de ressemblance. Donc ils se sont dit, c'est pas la peine de regarder de ce côté-là, on va le mettre de côté. 28 et 7, ça veut dire que vous avez déjà 35% du génome du singe et de l'humain qu'ils ont mis de côté. Donc déjà, vous avez perdu 35%. Donc on est loin de ces 99%. Et la plupart des... Voilà, finalement, j'avais préparé une traduction, c'est désolé.
28% de la quantité totale des séquences ont été exclues de l'analyse, car la séquence entière ou des parties de celle-ci présentaient plus d'une correspondance dans le génome humain qui n'était pas due à des familles connues de séquences répétées. Pour 7% de séquences chimpanzés, aucune région présentant une similarité n'a pu être détectée dans le génome humain. Ça veut dire que vous avez déjà 35% du génome, elle est de côté. Donc ils vont comparer ce qui reste. Là, bon, avant de faire jouer ça, l'essentiel, c'est que je pense qu'il manque une diapo. Désolé, je vous ai dit aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer ça. C'est que dans ce qui reste, dans cette partie qui reste, on a trouvé aussi des choses qui matchaient pas, des choses qui n'étaient pas similaires. On a trouvé, et bon, ils ont essayé d'expliquer ces différences. Pourtant, c'est des zones qu'ils ont choisies. Donc, ils ont expliqué ces différences. Ils expliquent ça par les mutations. Vous savez, une mutation, quand elle arrive, déjà, la mutation, ils disaient au départ qu'elle est comme Darwin, aléatoire, mais maintenant, on sait, et tout le monde est d'accord qu'elles ne sont pas du tout aléatoires, elles sont guidées, elles sont orientées. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que dans le génome humain, il y a des zones importantes qui codent, qui transcrivent, et des zones qui ne codent pas. Au départ, ils ne connaissaient pas le rôle de cette partie qui ne travaille pas. Ils ont dit, comme la première fois, junk ADN, c'est-à-dire elle ne sert à rien. Mais après, on a découvert que, non, au contraire, elle est très importante et elle est indispensable à la vie. Donc, on est revenu encore une fois, comme la première fois, on est revenu au fait que l'ADN n'est pas la même. Et on a remarqué aussi que ces mutations, quand elles arrivent, la zone importante, la zone de l'ADN qui est très importante, indispensable à la vie, là où une mutation peut arriver, elle peut être mortelle, eh bien on a remarqué que dans cette zone, les mutations sont beaucoup plus rares que dans le reste de l'ADN. Et que même si ça allait arriver une mutation ici, le corps la répare tout de suite. Il y a des enzymes qui viennent réparer tout de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas aléatoire. Les jeunes, s'il vous plaît. Donc ça veut dire que ce n'est pas aléatoire. Parce que si c'était aléatoire, ça va arriver un peu partout. Au niveau du gène, important, pas important, ça arrive partout. C'est comme s'il y a quelque chose qui surveille. C'est comme s'il y a un policier qui surveille l'ADN. C'est comme un papa qui dit à ses enfants, ne jouez pas dans la cuisine, c'est dangereux, allez jouer dans le salon, dans la cour. Et même s'ils jouent dans la cuisine, s'il faut qu'ils cassent quelque chose, ils viennent tout de suite sécuriser l'endroit. Ça se passe comme ça au niveau de l'ADN. Et c'est pour ça que ce n'est pas aléatoire. Maintenant, ça, on le sait. Je reviens à l'étude, 28% plus les 7%, 35% déjà, on les a mis de côté. Il reste, cette partie qui reste, on a trouvé aussi des choses. Et bon, ils ont expliqué en disant c'est de la substitution, la délétion. Vous avez étudié ça en biologie, c'est pas la peine que je rentre dans ces détails. L'essentiel, il y a 3,5% qui sont aussi des choses qui ne matchent pas. Et il y a aussi 1,2 qui ne matchent pas, qui sont des substitutions. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 35%, ils le mettent de côté, ils n'en parlent pas du tout. Le 3,5 aussi, ils le mettent de côté, ils n'en parlent pas. Ils prennent juste le 1,2 qui reste. Ils te disent 100 moins 1,2, ça donne 98%. Donc, on a une ressemblance de 98% entre l'humain et le singe. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont exclu presque 40% de l'ADN humain. Voilà. Donc, on partage 98,8% du génome avec le singe. Si on ignore les 18% qui sont pour l'humain, qui ne sont pas chez le chien, et on ignore en même temps les 25 ou 24% qui sont chez le singe et qui ne sont pas chez l'humain. Donc, si on a comparé réellement, donc ça ne donne pas le bon chiffre. Est-ce qu'il y a des autres études qui ont fait ça, qui ont comparé, qui ont donné les bons chiffres, qui ont fait le bon travail? Si, il y en a, mais on ne vous en parle pas. Par exemple, celle-là, elle a trouvé qu'il y a 5% de différence, donc ça tombe à 95%. Il y en a d'autres à 80, 85. J'ai trouvé celle-là qui est aussi importante. Regardez ce qu'elle trouve. L'analyse entre chimpanzés et humains, les chromosomes, une moyenne de 70%. Ils disent qu'on a été un peu facile. C'est-à-dire qu'il n'y a que 70% de différence, de ressemblance entre le génome de l'humain et le génome de singe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le 99%, ce n'est pas vrai. Scientifiquement, ce n'est pas vrai. On nous le présente comme ça, mais ce n'est pas vrai. Ils jouent avec les chiffres.
Et quand tu compares le génome et de l'humain et du singe. Mais les génomes, c'est pas eux qui font les génomes, et c'est de l'information. Comment ils se traduisent? Ils se traduisent par des protéines. Ça forme des protéines. La protéine, c'est la base de la vie dans le sens où le corps est construit de protéines. Toutes les cellules sont construites de protéines, comme vous le savez, et c'est les gènes, ces gènes-là qui codent pour fabriquer des protéines. Mais quand on voit les protéines qui sont fabriquées chez l'humain par rapport aux protéines qui sont fabriquées pour le singe, on trouve que la différence, la ressemblance, elle est de 20%. Il n'y a que 20% de ressemblance entre le singe et l'humain sur le plan de ces protéines. Donc les mêmes gènes, ils produisent des protéines totalement différentes. Même s'il y a une ressemblance dans les gènes, les protéines ne sont pas du tout la même chose. Le singe, c'est un singe, et l'humain, il est humain. Et c'est comme ça que la vie, il y a des espèces. C'est comme ça que ça arrive. C'est que les protéines qui sont produites sont différentes. Et ça donne pour un cheval, pour une vache, les protéines qui sont fabriquées, c'est elles qui vont décider, enfin décider, c'est pas décider, mais c'est elles qui vont déterminer le fait que ça soit telle espèce ou telle espèce. Sans rentrer beaucoup dans les détails. Et là, mais on te montre que voilà, il y a une ressemblance avec le singe, avec le 80. Tu penses que ça augmente comme ça pour arriver, alors que toutes ces images, elles sont fausses en réalité. Là, j'ai envie de m'arrêter pour les jeunes. C'est quelque chose d'important, ça. C'est très important, surtout pour nos jeunes. Si, par exemple, on te parle de cette question de 99% de ressemblance génétique, est-ce que le ressemblance génétique, même si supposons que le singe il a 99% comme nous, est-ce que cela prouve que on était des singes? C'est-à-dire que l'humain c'est un singe amélioré, ou bien le singe c'est un humain dégradé? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la ressemblance génétique est vraiment une preuve qu'on est issu d'un ancêtre commun? Ben pas du tout, tout simplement. Là, c'est une notion que les gens qui sont convaincus de l'évolution ne pourront jamais répondre. Ça, vous connaissez déjà, normalement, vous avez étudié les cellules souches. Les cellules souches, c'est des cellules qui sont chez l'humain, et c'est les cellules qu'on transmet, les parents transmettent aux enfants, et c'est cette cellule-là qui va devenir donner à notre être. Un autre garçon ou une fille, c'est cette cellule-là. Les cellules souches sont des cellules, c'est les mêmes cellules. Vous les voyez là. C'est les mêmes cellules, elles ont la même forme. L'ADN, il est le même à 100%. Ce n'est pas 99%, c'est 100% d'ADN. Et pourtant, quand le bébé dans le ventre de sa maman, quand ça commence, les cellules souches à se diviser, chaque cellule ou un groupe de cellules, elles sont toutes identiques, elles ont toutes le même ADN à 100%. Mais chaque cellule va donner un type de tissu différent. Certaines vont donner les cellules du foie, d'autres vont donner les cellules du pancréas, les autres vont donner les cellules du cerveau, les reins, et ainsi de suite. Et chaque cellule, elle va partir à son endroit et elle se va donner ce qu'elle doit donner. Si elle se place ici, elle va donner du muscle. Si cette cellule va faire par exemple, elle va partir dans un tissu du rein, par exemple, eh ben, elle va se placer au niveau des reins. Ça deviendra. Combien de tissus ils sont spécialisés? On les appelle les tissus spécialisés. Combien de types de tissus spécialisés comme ça dans un corps humain? Il y en a 200. 200 types. Et ces 200 types, ils partent de la même cellule, avec le même ADN, et chaque cellule, elle sait ce qu'elle doit faire. On ne se trompe pas. Un estomac, il ne va pas se développer dans le cerveau de façon métaphorique. Oui, il y a des gens qui pensent, réfléchissent juste manger. Mais le rein, par exemple, et c'est le rein. Dans le cerveau, il va pas se dire le rein, tiens, je vais faire de l'urine. Il va pas plutôt le cerveau, il va pas faire de l'urine, c'est le rein qui fait de l'urine. Ainsi de suite. Le foie, il fait de la bilirubine. Là, c'est le fonctionnement, c'est plus que la forme. C'est-à-dire que cette cellule, non seulement elle va se spécialiser, elle va devenir un tissu spécial, mais en plus, sa fonction, elle va faire, et ça, c'est vraiment miraculeux. Quand une cellule, par exemple, chaque cellule, que ce soit le foie, que ce soit, regardez les différents types, elles sont totalement différentes, la morphologie, mais même la fonction. Tu prends une cellule du foie, juste un exemple. Tu prends une cellule du foie,
elle fabrique de la bilirubine. Mais quand tu vas dans son ADN, dans son génome, est-ce qu'elle a juste le gène qui fabrique ça? Non, elle a tous les gènes. C'est comme si elle a toute la bibliothèque. C'est comme si la cellule hépatique pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait réfléchir comme le neurone. Elle peut produire des urines comme le rein. Elle peut faire tout parce qu'elle a la bibliothèque avec elle. Mais elle ne touche à rien. Elle ne touche que le livre, le gène qu'elle doit toucher. Elle doit fabriquer de la bilirubine. Elle ne fait pas autre chose. Le pancréas, il doit faire de l'insuline, il doit faire du sucre pancréatique, il ne fait pas de la bile. Tout est ordonné. Et pourtant, on parle de 100% de ressemblance génétique, mais les différences, que ce soit de structure, que ce soit de fonction, sont énormes. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'Ibn Azawajal, quand il a créé, avec le même matériel, il fait des choses totalement différentes. Et en même temps, on peut faire l'inverse aussi. On peut être très ressemblant et être totalement différent, comme l'exemple que j'avais donné la semaine passée. Donc, il n'y a rien. Est-ce que c'était un hasard comme ça? Est-ce que le hasard peut expliquer ça? C'est vraiment une absurdité de penser que ces cellules se construisent comme ça, de façon hasardeuse. Là, c'est une... non, avant d'aborder ça, alhamdoulilah, je suis dans les temps, c'est que, question qui se pose, là je vais passer rapidement, que les preuves, que ce soit génétique, c'est pas vrai, tout ce qu'ils nous disent c'est pas vrai, c'est contre la théorie de l'évolution. Mais la question qui se pose, pourquoi les savants ne la réfutent pas de façon claire? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi ils te disent, la plupart, 99% des savants sont avec, qu'on croit en l'évolution? Ce n'est pas vrai. Là aussi, c'est comme le chiffre du singe. C'est la même chose. C'est pas vrai. Et on n'a pas le temps de l'expliquer. Mais là, on va voir quelques exemples pourquoi cette notion, elle est imposée. Là, c'est une étude chinoise dans une revue très prestigieuse. PLOS, elle est très connue, c'est une revue scientifique très connue et très respectée. Elle avait un 4,8 dans son indice. Là, c'est une étude chinoise qui a été publiée là par une équipe chinoise qui traite de la main, juste la main. Ils ont étudié la main, comment elle fonctionne, tous les gestes que la main fonctionne. Ils étaient tellement fascinés par ce qu'ils découvraient sur le fonctionnement de la main que dans l'article, et pourtant ils disent tous évolution, attention, tout le monde évolution, personne ne peut ne pas mettre évolution, ils disent évolution. Tout ce que je vous ai montré, généralement, c'est des revues qui croient en l'évolution et qui défendent l'évolution. Mais les études, parfois, ils sont obligés de dire certaines vérités. Là, quand ils ont fait, cette équipe chinoise, lorsqu'ils ont étudié, dans l'article, ils ont mis 3 reprises, à 3 endroits différents, ils ont utilisé le mot créateur. Créateur. Là, par exemple, hand coordination should indicate the mystery of the creator invention. C'est là, j'avais pas mis, je crois, j'ai pas mis de, non, j'ai pas mis de traduction. L'essentiel, c'est que la coordination de la main nous indique le mystère du créateur. Et regardez, le créateur, il n'a pas mis un petit c, ils ont mis un grand c. Ça veut dire, comment parle-nous de Dieu. Donc, ils l'ont mis à trois endroits, designed by the creator. Donc, à 3 endroits, ils ont utilisé le mot créateur. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la catastrophe. Ils ont tellement mis de la pression sur l'auteur, les auteurs, ils ont tellement mis de la pression sur la revue que l'auteur, il s'est excusé en prétextant que c'était une faute de traduction. Tu vois, alors qu'il dit juste que je ne connais pas bien l'anglais, comme ça, some words such as creator, I'm sorry for that. Il s'excuse d'avoir utilisé le mot créateur. Il s'excuse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. La revue, elle a sorti ça, elle a écrit d'abord pour dire que l'article sera retiré, alors que c'est un article qui est très très bon article. Sur le plan scientifique, il est parfait. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Il a apporté beaucoup de notions, très riches. C'est une étude très riche sur la main et le fonctionnement de la main. Ils l'ont retiré et non seulement ils ont encore envoyé un autre message en disant on la retire, mais on s'excuse. Ils se sont excusés. Maintenant, quand tu vas sur le site, voilà, retraction. Ils l'ont retiré. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont écrit 3 fois créateur. Alors qu'ils ont écrit évolution plusieurs fois.
Parce que évolution, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'absence de créateur, c'est tout. Darwin, il ne reste de Darwin que ça, l'absence du créateur. Tout le reste a été démenti par la science. La science est du côté de la foi. Et la preuve, c'est qu'ils interdisent aux gens de mettre ce créateur. Quand, arrivé à ce moment-là, la science s'est développée, comme la génétique, l'embryologie, la cytologie, on a remarqué que c'était beaucoup plus complexe. Et comme je vous ai dit, la science est venue à l'encontre de la théorie de Darwin. Donc, ils ont créé le néo-darwinisme, ils ont commencé à essayer d'apporter des explications. Ils reconnaissent eux-mêmes que parfois c'est absurde, mais ils te disent, je préfère une explication absurde que de croire au Créateur. Les déistes, comme ils appellent les déistes, ceux qui croient en Dieu. Mais ce qu'ils ont remarqué, les gens, c'est des scientifiques. On est arrivé à une étape, on ne peut plus cacher ça. On ne peut plus dire que c'est impossible. Surtout quand on est arrivé à l'échelle des molécules, la biophysique. La biophysique, c'est quelque chose, plutôt la biochimie, c'est quelque chose de formidable. Ça suit les molécules dans le détail. Et là, ils disent que c'est impossible que l'évolution explique la vie. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait parce que maintenant, vous avez les évolutionnistes, ceux qui croient à l'évolution, et il y a ceux qu'on les appelle les créationnistes. Ils s'opposent. Mais après des décennies, la science a donné raison aux créationnistes. S'ils laissent comme ça, ils savent que la bataille est perdue. Alors beaucoup, ils ont créé une troisième voie qu'ils ont appelée l'intelligent design, le design intelligent. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils croient en Dieu? Non. Ils disent qu'il y a une intelligence. Effectivement, c'est une intelligence exceptionnelle, elle dépasse l'intelligence humaine qui a créé tout ça. C'est impossible que ça soit faux, que ça soit aléatoire, que ça soit accidentel. Ça veut dire, Darwin, rentre chez toi. Sur ce plan, il n'y a pas de problème. Ils sont. Mais ils ne veulent pas reconnaître que c'est Allah. Alors, comment ils font? Alors, certains, tu vas entendre des choses, subhanallah al-adim, certains ils attribuent cette intelligence aux bactéries. Ils disent clever bactéries, c'est-à-dire elles sont intelligentes. Thinking bactéries, des bactéries pensantes. Certains, ils attribuent cette intelligence au virus. Et tu dis, les virus sont intelligents. Et il y a certains qui l'attribuent au génome. Et tu dis, le génome, j'ai lu un livre, c'est écrit comme ça. Tel un Dieu créateur, le génome a ceci, cela. Tel un Dieu créateur, il devient comme un Dieu. Notre frère Iyad Koneibi, je vous ai parlé de lui, celui qui connaît l'arabe, qui le regarde. J'ai pris certaines de son matériel. Il te dit, tout comme avant, on a vu des gens, avant, on le voit encore, tu as des gens qui vénèrent et qui adorent des animaux, des souris, des vaches et tout ça. Il dit, je ne m'étonnerai pas si demain, on va mettre des temples pour adorer, vénérer des bactéries, des virus. Parce que c'est le même principe qui revient toujours. Ils pensent que c'est eux qui... Et quand tu vas chez les physiciens, c'est la même chose. Hopkins, qu'est-ce qu'il a dit Hawking plutôt, qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit qui a créé l'univers? Il a dit l'univers s'est créé lui-même par la gravité. Donc pour lui, la gravité, c'est elle qui a créé l'univers. Donc il attribue cette intelligence, cette force à la gravité. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une intelligence, mais ils ne peuvent pas la donner. Et ils font tout. Est-ce qu'ils ont été admis? Et malgré ça, c'est les gens qui défendent l'intelligence design, malgré que, bon, ils disent, il y a une intelligence, ça ne peut pas être le fait du hasard, mais ils ne reconnaissent pas Dieu. Et malgré ça, les évolutionnistes, ils ne les acceptent pas. C'est une guerre entre eux. C'est une guerre parce qu'ils disent qu'il ne faut pas laisser une porte ouverte à Dieu, cette affaire-là. C'est comme ça qu'ils disent. Ils disent, si tu acceptes l'intelligence design, c'est comme si tu ouvrais la porte aux créationnistes. C'est comme si tu leur disais, vous avez raison. Et pour ça, ils font des guerres. Là, je vous ai ramené quelques témoignages rapidement, et on termine là, cette fois, je ne vais pas... Vous avez vu ce film Expel? Là, c'est pas tout ce qui est à l'intérieur qu'on va prendre, mais il a enquêté, il défend un peu l'intelligence design, et il explique cette guerre qu'il y a entre eux avec les évolutionnistes. Là, c'est un professeur, Richard von Steinberg. Celui-là, il a parlé de l'intelligence design. Je vais aller vite sans dire tout ce qu'il a dit, mais il a défendu l'intelligence design. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Because of giving the topic
intelligent design some modicum of credibility. Voilà. Explain. Il est renvoyé. Pourquoi? Parce que il a donné un peu de crédit à l'intelligence design. Ils l'ont considéré comme un terroriste intellectuel. On va aller vite. Là aussi, Dr Caroline Crocker, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la même chose. Elle a été virée aussi, elle a été renvoyée de son travail, elle aussi. On l'a renvoyée de son université. Là, je crois que j'ai vu une traduction. Voilà. C'est une atteinte à la liberté académique, a déclaré Crocker à Nature, en parlant de la décision de l'université de ne pas être autorisée à présenter une conception intelligente ou des critiques sur l'évolution. Mon objectif est d'apprendre aux élèves à penser par eux-mêmes. Elle n'a pas le droit de critiquer l'évolution à l'université et elle n'a pas le droit de parler d'intelligence design à l'université. Ils l'ont renvoyée. Michael Ignore aussi, lui aussi, c'est un médecin, il a dit que les médecins ne sont pas obligés d'apprendre l'évolution. C'est une façon de dire que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il dit? When I kind of went public with my doubts about the adequacy of Darwin's theory, that I would encounter criticism. What has amazed me is the viciousness and the sort of baseness of it. La même chose. Et tu dis, c'est une bassesse la manière dont ils vont traiter. Juste parce qu'il a dit que les médecins n'étaient pas obligés d'apprendre l'évolution. Un autre professeur, Robert Marx, qu'est-ce qu'il dit? The fact that this was singled out, let alone shut down, is jaw-dropping. It's astonishing. I have never been treated like this in my 30 years of academia. 30 années d'enseignement académique, il a dit, j'ai jamais été traité comme ça, avec telle bassesse. Pourquoi? Parce qu'il a défendu l'intelligence design. Il a osé remettre en cause l'évolution. Gonzalez, la même chose. Gonzalez, qu'est-ce qu'il a fait? Dr. Gonzalez, il a écrit un livre qui s'appelle The Privileged Planet. Et là, il critique l'évolution, il dit que c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit après? Il te dit, si tu veux garder ta carrière, ne parle pas de l'intelligence design. Voilà. Voilà. Ensuite, il est resté 8 années sans travail. 8 ans. Il n'a pas trouvé de travail. Et quand il a trouvé un travail, il a dit, plus jamais je me discuterai en classe de l'intelligence design. Tab, comme dit ce docteur Lébi. Tab. Il a dit, plus jamais jamais, plus jamais je me parlerai de ça. C'est 8 ans après, il a trouvé un travail parce que il a juré et il a promis de ne plus discuter de ça en classe. Je crois qu'on l'a vu celle-là. Oui, non, ça je reviens. Là, c'est une vidéo avant de la marcher. C'est que dans le film, il y a d'autres qui ont témoigné, mais à visage caché. C'est comme s'ils étaient des criminels. Ils ont peur d'apparaître. Qu'est-ce qui se passe? In addition to those scientists who were willing to appear on camera, we encountered many more who didn't dare show their face for fear of losing their job. De peur de perdre leur travail, et ils ne veulent pas apparaître dans les caméras pour critiquer l'évolution. Donc comme ça, vous savez que c'est une question idéologique. Ce n'est plus une question scientifique, c'est une question idéologique. Et on veut croire à l'évolution, on veut la garder parce que l'évolution est égale à absence de création. Voilà, tout simplement. Sinon, sur le plan scientifique, comme on l'a vu, toutes les preuves scientifiques sont contre l'évolution et contre le darwinisme. Là, c'est le film. Et là, qu'est-ce que je vois? Voilà. Là, je pense qu'on va terminer, Inch'Allah, avec ça. James Tour. James Tour, pour Dr. James Tour, c'est un professeur d'université. Celui-là, quand je vous ai parlé de la biochimie, je vous ai dit que c'est quelque chose de miraculeux. C'est vraiment quelque chose vraiment une belle science qui s'est développée récemment. Ce monsieur-là, ce docteur, c'est l'un des
10 meilleurs chimistes au monde. Il est classé parmi les 10 meilleurs chimistes au monde. Mais ce genre de personne qui peut parler devant les caméras, ce genre de personne qui peut parce qu'ils ont besoin de lui. Quand vous êtes brillant dans votre domaine et qu'on a besoin de vous, on ne peut pas vous faire taire. C'est impossible. Et ça, c'est un message à nos jeunes aussi pour exceller dans ce que vous faites. Essayez d'exceller. Parce que si vous êtes très bon dans votre domaine, on ne pourra pas vous obliger à changer vos valeurs et vos conceptions du monde. Donc, James Tour, écoutez ce qu'il dit, je vous laisse écouter. Je pense que la plupart comprennent l'anglais, sinon je fais des petites traductions. Anybody should be able to understand evolution in this meeting. Because I make molecules for a living. I don't understand evolution. And I will confess that to you. Is it okay for me to say that I don't understand this? Is that all right? I know that there's a lot of people out there that don't understand anything about organic synthesis, but they understand evolution. I understand a lot about making molecules. I don't understand evolution. And you would say that, wow, I must be really unusual. But about 7 or 8 years ago, I posted on my website that I don't understand. And I said, I will buy lunch for anyone that will sit with me and explain to me evolution, and I won't argue with you until I don't understand something. I will ask you to clarify. But you can't wave by and say, this enzyme does that. You got to get down in the details of where molecules are built for you. Nobody has come forward. If Society contacted me, they said that they will buy the lunch. And they challenged the Atheist Society, go down to Houston, have lunch with this guy, and talk to him. Nobody's come. Alors, il vous dit, pour ceux qui comprennent très bien l'anglais, il te dit, moi c'est un spécialiste en chimie moléculaire, il n'y a rien à dire, c'est l'un des meilleurs chimistes. Il te dit, moi je connais, c'est mon travail. Je gagne mon pain comme ça, c'est mon travail. Je connais la chimie moléculaire, je connais le vivant au niveau moléculaire. Il te dit, je connais ça, mais je ne comprends pas l'évolution. Et les gens qui ne connaissent pas la biologie moléculaire, ils comprennent l'évolution. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est comme si tu disais que, en réalité, vous ne comprenez rien. Il n'y a rien de compréhensible. Ensuite, il a dit, j'offre le dîner, j'offre à manger à celui qui viendra m'expliquer l'évolution. Et je ne parlerai pas. J'écouterai, sauf s'il me dit quelque chose qui n'est pas logique. Je poserai des questions. Il va aller au niveau moléculaire, ne parle pas des généralités. Il a dit, j'offre le dîner de quelqu'un qui vient m'expliquer l'évolution. Et certains, les évolutionnistes, ils ont dit à leurs savants, allez-y, parlez-lui. Il a dit, ça fait 8 ans, personne n'est venu. Personne n'a pas venu lui parler, parce qu'on ne se moque pas de lui. Je vous ai raconté l'histoire de l'enfant et du carton. Un enfant, tu peux le convaincre qu'un carton, il peut voler. Par contre, un adulte, tu ne peux pas le convaincre. Et surtout pas un ingénieur en aéronautique ou un pilote. Tu ne pourras jamais le convaincre, tu seras absurde si tu lui dis que le carton peut voler. Ben, c'est la même chose. Ce monsieur, quand tu vas lui dire que la vie peut apparaître selon l'évolution, il te dit, je ne comprends pas ce que tu parles. Ça veut dire que ce que tu dis est absurde, tout simplement. Regardez ce qu'il dit encore. C'est intéressant. With National Academy members, with Nobel Prize winners, I have sat with them, and when I get them alone, not in public, because it's a scary thing if you say what I just said. I say, do you understand all of this, where all of this came from, and how this happens? Every time that I have sat with people who are synthetic chemists who understand this, they go, nope. I have sat with National Academy members and Nobel Prize winners. Sometimes I will say, do you understand this? And if they're afraid to say yes, they say nothing. They just stare at me because they can't sincerely do it. I was once brought in by the dean of the department once, and many years ago, and he was a chemist, and he was kind of concerned about some things. I said, let me ask you something. You're a chemist. You understand this? How do you get DNA without a cell membrane? And how do you get a cell membrane without a DNA? How does all this come together for us? He said, Jim, we have no idea. We have no idea. I said, isn't it interesting that you, the dean of science, and I, the chemistry professor, can talk about this quietly in your office? Or we can't go out there and talk about this? Oui, il
te dit, je parlais à des gens, des prix Nobel, ils discutent avec des prix Nobel. Ils leur disent que vous comprenez le vivant, quand on voit ce qu'on a découvert en voyant la biochimie, est-ce que vous comprenez la vie comment c'est? Personne ne comprend. Ils te disent en réalité, ils ne comprennent pas, on ne sait pas comment ça arrive, ils ne comprennent pas. Comment est-ce que l'ADN, tu peux avoir de l'ADN si tu n'as pas de membrane? Pour avoir de l'ADN, il faut qu'il y ait une cellule. La cellule a une membrane. C'est juste, lui, ce qu'il dit, c'est juste un exemple. C'est pas, autrement, il y a beaucoup de choses. Là, cette membrane-là, pour l'avoir, il faut de l'ADN pour la construire. Mais la membrane elle-même, elle doit être construite par l'ADN, mais l'ADN pour exister, elle a besoin de membrane. Donc, comment ça marche? Un ribosome, c'est une protéine, mais c'est lui qui fabrique les protéines. Donc, qui a fabriqué quoi? Comment ça a commencé? Il dit, parce qu'il est honnête, il dit, on ne sait pas. Il parle à lui, qui est l'un des meilleurs chimistes au monde, il parle au recteur de l'université, il lui dit, est-ce qu'on sait ça? Il dit, non, on ne comprend pas. Il dit, pourquoi on parle en cachette dans un bureau? Pourquoi on ne peut pas dire aux gens qu'on ne sait pas? Tu n'as pas le droit de dire qu'on ne sait pas. Parce que quand tu dis, tu dépasses, tu donnes, tu ouvres la porte que la création, c'est énorme. Et que ce Darwin, c'est absurde. Quand je dis c'est la théorie la plus absurde, effectivement, c'est la théorie la plus absurde. Et l'histoire va le retenir, que ça sera la théorie la plus absurde. Là, on avait parlé des paléontologies la dernière fois, c'est vraiment rapide. Il a écrit un livre, Michael Crémont, voilà. Il a écrit un livre qui s'appelle L'histoire secrète de l'espèce humaine. Et là, il te démontre tout ce qu'on avait dit la semaine passée, qu'ils ont falsifié les âges, ils ont falsifié beaucoup de choses dans la paléontologie, dans l'archéologie, tous les fossiles. Qu'ils donnent et qu'ils nous donnent, c'est des mensonges, il y a des mensonges. Il y a même un professeur d'université qui vendait des crânes à $70,000 américains. $70,000 des crânes à des collectionneurs. Et bien après, ils ont découvert que les crânes étaient fabriqués en Chine, du Made in China. Tu imagines, tu achètes un crâne à $100,000 canadiens, ensuite tu découvres qu'il est Made in China. Ils l'ont viré de l'université. Il y a beaucoup de mensonges dedans. Philip Johnson, c'est un professeur en droit. Là, il te donne un conseil. Si tu veux réussir dans ta carrière, il va te donner un conseil. Écoutez-le. Reasons why more scientists don't reject it. One is that if they did, they would lose all of their prestige within science. They would never get another research grant. And if they didn't have academic tenure, they'd get fired. There is a system of thought control over this, which is extremely rich and it's worth your professional. Tu vois? Il te dit, si tu veux garder ton travail et ton prestige académique, ne critique pas l'évolution. Tu critiques l'évolution, tu perds tout. Voilà. Donc maintenant, quand tu vois ça, tu te poses la question, pourquoi à 99%, ils te disent 90% des scientifiques, ils croient en l'évolution? Pas du tout. Ils sont terrorisés, ils ne parlent pas. Certains, même quand ceux qui font des articles pour critiquer l'évolution, ils écrivent l'article, ils apportent des vérités scientifiques, mais ils ajoutent toujours l'évolution. L'évolution. Ils doivent l'écrire, parce que sinon, il devient kafir pour eux. C'est vraiment devenu une religion. Il faut que tu le dises, sinon tu es un kafir et tu es expelled, renvoyé. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Finalement, c'est la même chose que le temps. Barakallahu fikoum. Merci.